Salut, ça va ou quoi? Bonjour. Bon, on est désolé les loulous, c'est vrai que ça faisait 2 semaines qu'on postait pas, on a été un petit peu pris. En fait, on était en train de concourir pour la bourse Coopératon pour notre start-up. Ce qui fait qu'on n'était pas très présents, so sorry. Ouais, le stress a redescendu puisqu'on a eu du coup l'épreuve de pitch finale aujourd'hui, donc voilà. Qui s'est très bien passé. C'est très bien passé, donc on croise les doigts. Exact, bon, on se retrouve pour le financement. Ouais. Épisode d'aujourd'hui, où trouver les bons financements pour démarrer son entreprise. On sait que c'est des questions brûlantes pour nous qui sommes entrepreneurs de savoir où aller chercher un peu de money. Effectivement, c'est une de la guerre. Exact. Donc aujourd'hui, je vais poser des questions à Marvin. C'est lui notre spécialiste, on va dire. On va dire. On va dire qu'on est aussi en financement au niveau de nos startups en ce moment. Donc du coup, on se renseigne un petit peu, d'essayer de partager un petit peu ce qu'on a comme connaissance et ce qu'on a pu faire un petit peu jusqu'à maintenant. Donc c'est parti. Ouais. Allez go. Bon, Marvin, commençons bien, commençons peu, commençons doucement. Tout d'abord, quels sont les types de financements qui sont disponibles pour tout entrepreneur? Alors, il y en a pas mal. On va dire que les plus connus, justement, sont les financements du coup, au niveau de la banque, ce genre de choses. Donc, tu fais ton prêt bancaire. Donc, ça, c'est des financements que beaucoup de gens connaissent, en fait. On appelle ça du financement par emprunt. Donc, ça peut être des prêts bancaires, ça peut être ce qu'on appelle des prêts garantis. Donc, là, c'est vraiment l'État qui te prête de l'argent. Ça peut être sous forme d'obligation aussi également. Mais on a aussi des prêts, comme par exemple du financement en fonds propres. Ici, on parle beaucoup de bootstrapping. C'est un concept, je crois, très américain. Tu sais, genre, tu essaies de... parler, ouais. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Tu essaies de financer ton entreprise avec tous les moyens que tu as. Donc, ça peut être tes fonds propres, ça peut être du love money, ça peut être le fait d'avoir des... Tu vois, par exemple, nous aussi, avec notre MVP, générer de l'argent rapidement pour refinancer l'entreprise. En fait, le bootstrapping, c'est vraiment la technique de la galère ultime. Tu essaies de trouver l'argent un peu partout. Ça, c'est nous, en fait. C'est ça, exactement. Et tu injectes comme tu peux. Donc ça, effectivement, c'est le sauve qui peut, mais c'est une technique quand même que beaucoup de gens utilisent maintenant. La technique de rat. La technique de rat, exactement. On a parlé de love money. Donc, love money, c'est quelque chose comme d'assez sous-estimé, mais c'est très intéressant. Après, le problème, c'est que les gens n'utilisent pas vraiment de stratégie. C'est genre, dans le financement, il faut être stratégique pour pouvoir justement atteindre ses objectifs. C'est très important. Donc, le love money, c'est vraiment comment tu fais pour donner de l'argent à tes proches, mais aussi au cercle de tes proches. Donc là, tu vois, toutes les fameuses campagnes de... Oui, je veux faire mon anniversaire à tel et tel moment, j'ai besoin d'un peu d'argent, tu sais. Tu peux l'utiliser intelligemment pour ton entreprise aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle du love money. On a aussi ce qu'on appelle du crowdfunding. Donc, du crowdfunding, c'est vraiment tout ce qui est... tout ce qui est justement campagne de financement. Donc, dans le crowdfunding, on a le socio-financement aussi. Et le socio-financement, c'est vraiment, on connaît par exemple les grands comme Kickstarter, ici il y a La Ruche. Donc tu as des campagnes qui sont spécialisées pour aider justement les personnes là. C'est ça, nos gars de Montréal là, nos gars et nos petites meufs là. La Ruche, très bon site. La Ruche, c'est un très très bon site, ouais. Il faut bien comprendre les codes. C'est comme un réseau social, pour te présenter, il faut te présenter d'une certaine façon pour bien paraître. Il faut séduire. Et ça, pour séduire, il faut que ton projet soit quand même clairement identifiable par les gens. Et en fonction des plateformes, il y a des plateformes qui sont plus spécialisées dans tout ce qui est, par exemple, social, ou tu as des trucs qui sont un peu plus tech, tu sais, genre. Donc, il faut te renseigner un peu sur tout ça et voir où est-ce que ton projet colle. Ok, super. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a aussi... Oui, il y a aussi d'autres choses. Oui, il y a aussi d'autres choses. Tu as aussi tout ce qui est venture capital et Ange. Les investisseurs, les fameux investisseurs. Un peu, le Saint Graal, ça dépend un petit peu de ce que tu veux au niveau de ton entreprise. C'est des gens, effectivement, qu'il faut savoir trouver. Les venture capital, c'est un petit peu comme... Ici, on en a beaucoup au Québec, heureusement. On a par exemple la FTQ, qui est l'un des plus grands fonds de venture capital au Canada.
La FTQ. La FTQ, ouais. Ok. Et du coup, tu as aussi Investissement Québec qui est énorme. Et là, tu as beaucoup de petites entreprises qui sont justement des capital ventures. Et les capital ventures, c'est des gens qui vont pouvoir investir dans ton projet s'ils voient un potentiel de croissance net, en fait. Donc, tu sais, il y a des thèmes en particulier qu'on utilise ici. C'est du pre-seed, seed, série A, série B. Pre-seed, c'est un petit peu quand tu n'as pas encore ton product market fit. Seed, là, tu commences à avoir... Non, pre-seed, c'est que tu n'as pas encore ton modèle alpha. Tu n'as même pas encore ton modèle alpha. Seed, tu commences à avoir ton modèle alpha, ça commence à se passer bien, tu commences à faire des tests au niveau du marché. Exact. Donc là, en fait, tu as quand même de la matière à donner aux investisseurs pour te dire, OK, pariez sur moi. Série A, pour moi, je crois que tu as... Ou peut-être que je me trompe, mais Série A, pour moi, tu as déjà produit de market fit. Ça veut dire que ton produit fonctionne et que le bouche à oreille marche très bien et que sans que tu aies besoin de démarcher des gens, les gens t'appellent pour te demander d'après tes services. Là, tu as produit de market fit et ensuite tu as la série B. Et puis voilà. Et du coup, moi, ma deuxième question serait, je pense que les gens se posent un petit peu la même question que moi là. C'est quoi les critères d'éligibilité finalement, tu vois, pour tous ces types de financement? Bon, là, pour le capital venture, tu viens de répondre, mais par exemple, pour les autres, ce serait quoi? En fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on le pense. Quand on parle de crowdfunding, en fait, par exemple, il n'y a pas grand-chose. Le critère d'éligibilité, c'est juste que ton projet puisse bien parler aux gens. Par contre, cette plateforme-là, en fait, il faut mettre des objectifs clairs, parce que si tu n'atteins pas tes objectifs, pour certaines plateformes, la cagnotte est juste annulée, les trucs sont répartis. Donc, demande un petit peu moins que de demander trop et ne pas réussir à avoir le but, effectivement. Il faut faire des vidéos claires qui touchent les gens, ça c'est très important. Le plus simple possible, mais avoir le message le plus percutant possible. Effectivement, less is more. Less is more, ouais. Vraiment, les gars, less is more. C'est toute une philosophie, mais en fait, ça fonctionne très très bien. Et pour tout ce qui est justement prêt bancaire, tout dépend, mais tu sais, des banquiers, quand tu vas leur voir et tout, c'est bien de... Après, c'est compliqué parce qu'il y a deux écoles, tu vois. Moi, je te dirais... Je connais beaucoup de gens, quand c'est question de business, tu vois, ils vont dire non, je te prête pas. Par contre, une nouvelle voiture, tiens. Tu veux changer les rideaux chez toi? Tiens. Tu veux une nouvelle piscine? Allez, tiens, vas-y, emprunte à la banque, y'a pas de souci, tu vois. Mais par contre, tu veux ouvrir un business? Non. Non, tu as raison. Ouais, t'as des conseils pour aider nos amis entrepreneurs. Parce que même moi, je suis preneuse, là. Que la banque, quand ils te font un prêt, c'est qu'ils parient sur toi. Et c'est aussi ça la subtilité avec tout ce qui est ange. C'est pour ça que c'est très difficile de les convaincre, ces gens-là. C'est parce qu'ils doivent être sûrs d'avoir un revenu après, tu vois. En fait, on est né dans la mauvaise époque, quoi. La Covid qui est passée, tout est vicieux au maximum. Pas de la Covid. Je te jure. Je la vois plus, elle n'existe plus. Tout est vicieux au maximum. Je pense qu'il y a de cela encore 5 ans, le marché était assez différent de maintenant. Maintenant, c'est vraiment compliqué. Mais tu sais, genre... Viens, si tu as bien suivi les autres épisodes du Marvin TH, tu seras quand même prêt. Tu fais ton bon modèle d'affaires, tu fais ton plan de financement bien calé. Ce qui est très important aussi, et ça c'est quelque chose qu'on a compris dans le processus aussi, oui, effectivement, tu as ton idée qu'il faut la protéger, mais il faut aussi que tu aies des personnes de confiance à qui tu peux montrer. Par exemple, nous, on sait que, par exemple, on est en train de mettre en place plusieurs stratégies, tu vois, au niveau de l'équipe. On n'a pas de personnes qui ont des compétences, par exemple, propres en communication. Mais dans notre cercle d'amis ou dans notre cercle d'affaires, on sait qu'il y a des personnes qui ont cette compétence-là, à qui on a confiance et à qui on montre leur modèle pour qu'ils nous expliquent si c'est valable ou pas et qu'ils nous challenge. Donc, c'est très important aussi d'aller voir des personnes qui sont experts, de les questionner sur ton modèle d'affaires, ton plan de financement, d'avoir beaucoup de retours de gens. Pour avoir la meilleure formule possible. C'est très important. Et puis au-delà de ça, nous, ce qu'on est en train de faire, par exemple, on peut leur donner ce tips. Nous, on est en train de monter vraiment un conseil stratégique. C'est pas un CA, c'est pas des investisseurs, c'est pas des gens qui ont mis de l'argent. C'est juste un conseil stratégique. Mais déjà aussi, quand tu vas aller voir, du coup, chercher du financement, je suppose, et que tu as déjà ces gens-là qui parient sur toi, qui sont des experts dans leur domaine, généralement, essaye d'aller vers des gens qui sont reconnus quand même. Et demande-leur leurs conseils et tu les répartis sur Q1, Q2, Q3, Q4. Comme ça, au moins, tu les vois une fois tous les 3 mois. Comme ça, ils peuvent voir tes avancées, ils peuvent témoigner
aussi un peu de ton success story si t'en as un, tu vois. Et du coup, t'accompagner dans ça et ça te fera avoir beaucoup plus de crédit et de validation du coup de ton produit, ton modèle, ton financement, tout en fait. Exactement. Ce qu'on a compris, parce que là maintenant on a pitché devant toutes sortes de personnes, c'est que en fait, ton but, c'est que les gens aient confiance en toi. Ouais. Donc non seulement il faut que ton discours soit cohérent, mais il faut que tu leur démontres que tu as mis en place autour de toi une structure pour maximiser tes chances de réussir. Tu vois, et ça, les gens aiment ça. Donc, tu dis, oui, tu as telle ou telle personne qui te soutient dans le projet. Ça, c'est des choses que les gens veulent entendre, tu vois. C'est de la valeur. Exactement. Tu as la garantie d'avoir telle ou telle ou telle parce que tu sais que telle personne a déjà signé pour te payer une fois que le produit sort. Ça, c'est des choses que les gens aiment entendre, en fait. Donc, montre-leur effectivement que tu as pensé à tout. Que tu es capable, quoi. Que tu es capable, effectivement, de leur amener de l'argent, en fait, tu vois. Because t'es capable. Mais bien sûr que tu es capable. Donc, Ok, alright. Mais du coup, question suivante. Toi, est-ce qu'il existe des avantages, je dirais, fiscaux associés à certains types de financement? Alors oui, il existe des avantages fiscaux. Peut-être à ce qu'on appelle le financement participatif par le don. Mm-hmm. Donc c'est juste tu donnes de l'argent ou quelque chose, mais sans vraiment avoir de retour. Mais ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des retours d'impôts dessus. Tu vas voir aussi beaucoup de personnes fortunées qui le font. Tu sais, quand tu fais des dons à des associations, du financement, c'est très intéressant au niveau des impôts. Ça, c'est des trucs à mettre. Donc ça, c'est des trucs qui sont... On fera ça quand on sera riche, exactement. Donc ne pas hésiter à faire ce genre de financement, c'est très intéressant. T'as le crowdlending, t'as le crowdfunding de dons, t'as le crowdlending, donc c'est des financements participatifs. Mais là, plutôt, tu sais, t'as comme un montant prédéfini. En général, ça commence entre 20 et 50 euros ou dollars, effectivement. Et c'est avec des intérêts. Donc là, effectivement, c'est-à-dire que tu investis et après, tu te fais de l'argent sur, tu vois, tout ce que ça génère au niveau des intérêts, en fait. Donc ce genre de projet-là, c'est intéressant. Plus les intérêts sont grands, plus les intérêts sont grands, plus le projet est risqué. Donc c'est un petit peu ça la subtilité. Mais par contre, ça reste super. Mais du coup, est-ce qu'il faut un capital risque pour ça? Je n'ai pas la réponse à cette question. Ok. Bon, on ira chercher la réponse. Vous mettez-la dans les commentaires parce qu'on a besoin d'interagir avec vous. On pourra en parler prochainement. C'est intéressant comme question. Exact. Ok, quelle est la différence du coup entre un prêt à taux fixe et un prêt à taux variable? Ça, je me suis dit que c'était intéressant parce que souvent il y a des gens, tu vois, enfin moi j'ai parlé avec des gens qui me posaient ces questions. Mais tu sais que c'est comme ils ont honte de le dire, mais parce qu'ils savent pas la différence, etc. Du coup, je me dis c'est bien de le poser dans le podcast, comme ça vous paraîtrez intelligent devant les gens si jamais vous ne saviez pas. Je vais répondre naïvement à cette question et tu compléteras au besoin Théa parce que pour moi en fait tout est dans le terme en fait. Sur le taux fixe, c'est vraiment un taux de 9%, c'est clair, tu vois. Par contre, après, un taux variable, il y a plusieurs facteurs. Je pense que c'est le marché qui fluctue, qui influe dessus. L'inflation, elle est basse. Ça va aller, mais dès que l'inflation elle augmente, le taux variable, ça te tue. Enfin, il y a des gens, ils ont perdu des propriétés, ils ont perdu, genre vraiment, parce qu'en fait, ils vivaient au-dessus de leurs moyens finalement, même si c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Il y a plein d'exemples qui montrent que, par exemple, je sais pas, tu vas gagner 600 000 à l'année, ben, tu vis pour 650 000 à l'année, tu vois. Mais tu dépenses 50 000 de trop, tu vois ce que je veux te dire. Du coup, il y a plein de gens qui se sont retrouvés ultra endettés, surtout pendant le Covid, à la sortie, là, quand tous les taux, ils ont grimpé. Et surtout ici, genre, en gros, à Montréal, à côté, les gens, ils aiment bien, comme résidence secondaire, avoir comme des chalets. Du coup, ils achètent tous des chalets. Et combien de personnes ont perdu leur chalet, abusé. Genre, vraiment, trop d'histoires sad à cause des taux variables. Donc réfléchissez bien, des fois, il vaut mieux payer un 9% que 17% le lendemain. Mais c'est vrai que tu soulignes quelque chose d'important. Et là, j'ai compris un petit peu de choses avec la dernière conférence que TD avait fait pour nous tout de suite. En fait, il faut vraiment pas avoir peur de poser des questions. Parce que c'est complexe, tu vois. Tout le monde sait que c'est complexe. Un conseiller financier ne va jamais te prendre de haut, en fait. Et en plus, c'est même très intéressant parce qu'il y a plusieurs subtilités qui existent dans ce monde et qui vont te faire gagner de l'argent que tu ne sais pas.
Donc, n'hésite pas à te renseigner au niveau des taux, de comprendre, de poser des questions jusqu'à comprendre. C'est vraiment la façon la plus saine de faire. Exact. Mais c'est comme moi, là, vraiment, je réfléchis à prendre un conseiller financier. Moi aussi, je vais effectivement le faire. Ouais. Parce que pour le coup, c'est vrai que là, grâce à mon groupe d'affaires dans lequel je suis, ils m'ont beaucoup éduqué aux lois financières, finalement. Et c'est vrai que j'ai changé totalement ma manière de dépenser mon argent. Et je les remercierai jamais assez sur ça parce qu'ils m'ont fait comprendre que ma gestion, elle était vraiment genre elle servait à rien là, je faisais n'importe quoi, mais alors j'avais l'impression de gérer mais non, je faisais n'importe quoi, mais je gérais à 2% quoi. Mais c'est ça, c'est important. Du coup je pensais vraiment à prendre un conseiller financier et j'ai adoré la conférence d'Iona sur le coup, le coup, enfin c'est une conférencière du coup de chez TD. Et pour vous faire la petite histoire, du coup, je sais pas pourquoi je m'étale, je raconte ma vie. Mais bref, on l'a organisé avec Marvin, cette conférence. Et mais puis, si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous avez forcément vu les photos. Donc suivez-nous sur Instagram. Effectivement, sur LinkedIn. Et sur LinkedIn aussi. Et ne loupez pas les prochaines conférences. Mais oui. Bon, enfin bref, on retourne à nos moutons. Là. Donc, prochaine question que j'aimerais poser, c'est quoi pour toi les différents types d'investisseurs en capital? Il y a les venture capital dont on avait un petit peu parlé. Il y a aussi les anges qui sont un peu différents. Tu peux les trouver dans les structures comme ça, mais les anges, c'est plus des gens qui vont... je sais pas si c'est un passe-temps, c'est un métier, mais c'est des gens qui investissent dans des projets. C'est leur passion, c'est leur vie. C'est leur passion, c'est leur vie, exactement. Et du coup, c'est des gens que tu peux rencontrer comme ça, très fortuitement. En général, c'est des gens qui sont des cercles, tu vois, ils se connaissent en tant qu'investisseurs. Et ce qui est encore plus intéressant qu'un investisseur, c'est un investisseur spécialisé. Donc, c'est quelqu'un qui est, par exemple, très passionné, par exemple, par les voitures. Lui, c'est vraiment sa passion. Et du coup, depuis longtemps, il investit beaucoup dans tout ce qui est projet lié, par exemple, aux voitures. Et ça, c'est des investisseurs qui sont très intéressants parce que quand tu discutes avec eux, ils ont une vraie expertise et ils ont beaucoup de choses à t'apporter. Je pense que l'erreur que font beaucoup de gens, c'est parce que, aller voir des investisseurs, c'est bien, parce que c'est des gens qui vont te donner de l'argent, mais il faut des investisseurs de qualité aussi. Exact. Et ça, c'est un truc qu'on ne dit pas assez. Tu vois. Parce un investisseur, un vrai investisseur, il va vraiment s'impliquer dans ton entreprise, pas pour prendre les rênes, mais pour t'aider à prendre les meilleures décisions. Parce que lui aussi, il a accès à cet nombre de structures. Tu vois, il connaît un petit peu le secteur. Donc, c'est quelqu'un qui se positionne un petit peu comme un mentor qui veut te voir réussir et qui te donne un petit peu, tu sais, je suis vraiment d'accord. L'essence qu'il te faut pour avancer, en fait. Mais d'ailleurs, on l'a toujours dit avec Cyrus, donc notre start-up, nous, c'est sûr qu'on cherche des investisseurs, mais par contre, on ne veut pas des investisseurs qui sont là que pour donner leur argent, quoi. Le but, c'est vraiment que tu sois passionné par le projet, parce qu'en fait, à partir du moment où tu développes comme cette relation avec ton investisseur, mais c'est sûr que le projet il va décoller, c'est sûr que ça va marcher, parce que tu as une personne qui est motivée et qui en plus apporte les fonds, et toi, tu es motivé et tu as envie de vraiment percer, donc je pense que oui, je suis complètement d'accord avec toi, il faut faire très attention sur sa sélection d'investisseurs. Et surtout se renseigner sur la personne, se renseigner sur quel type d'investissement elle fait, comment ça s'est passé. Exactement, c'est très important. Vraiment, quels sont les cercles que cette personne côtoie. Est-ce que ça va t'apporter les ressources nécessaires? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand tu prends un investisseur, pense aux ressources que cette personne, hors financier, je parle, peut t'apporter. Parce que si tu ne mesures pas ça, il y a plein de ressources qui sont type humaines, qui sont type de temps, qui sont type d'outils par exemple, que du coup un investisseur va pouvoir t'apporter alors que l'autre peut-être pas, tu vois. Exactement. Sachant qu'en général un investisseur, tu sais, quand il apporte un apport financier, c'est pour des parts de l'entreprise. Donc effectivement, tu sais, à la figure du monde, donc c'est toi, c'est ton équipe, c'est vous les fondateurs, mais il y a aussi les investisseurs derrière. Et l'aura que cette personne-là a dans le marché, ça aura une importance sur comment est-ce qu'on va percevoir votre entreprise. C'est des gens qui ont une mauvaise réputation, c'est quand même très compliqué. Et aussi, tu sais, au niveau des investisseurs, comme Théa dit, il ne faut pas avoir peur de dire non si la personne ne convient pas au projet. Bien au contraire, en fait.
On n'a pas encore eu la chance de rencontrer des investisseurs parce qu'on sait que, par exemple, pour tout ce qui est venture capital, quand tu émets tes dossiers, c'est pas que tu poursuis, mais en fait, l'étape, c'est de les écrire pour savoir s'ils sont intéressés par le projet et de faire une petite ébauche, une petite explication de ton entreprise, un petit peu comme ça. Mais déjà, on sait que ce genre de cercle-là, tu n'entres pas comme ça. Si tu envoies une lettre comme ça de but en blanc, tu as peu de chances qu'ils te lisent parce qu'ils reçoivent plein de projets comme ça dans l'année. Donc, il faut que tu sois recommandé déjà par quelqu'un. Donc, ça, c'est très important. Essayer d'étudier un petit peu le cercle d'affaires des ventures capitales pour avoir des liens avec des personnes et dire, OK, je connais telle personne m'oriente vers vous pour tel ou tel projet. Là, il y a plus de chances qu'il vous... Il n'y a pas de secret là-dessus. Genre, c'est vraiment le réseau. Ouais. Le réseau est très important. Et aussi, tu sais, au niveau de... Lorsque tu seras face à eux, bon, encore une fois, c'est pas encore une expérience qu'on a... Si, on a vécu ça déjà face aux investisseurs. Toi aussi. Oui, c'est vrai. Non, j'ai pas vécu. Il y a à peine 2 semaines, Loulou. C'est vrai qu'on en a rencontré. Mais il faut... En fait, une des choses qu'ils vont beaucoup aimer, parce que, tu sais, quand tu tombes sur un investisseur, il va beaucoup aimer d'abord le feu que tu dégages dans l'attachement. La passion. C'est ça, la passion que tu as à ton projet. C'est ça qui va faire qu'il va vouloir t'écouter. C'est comme un pitch. Le but d'un pitch, en fait, c'est pas un modèle d'affaires, là. C'est pas d'expliquer exactement dans toutes les recoins comment tu vas faire de l'argent. Le pitch, c'est que l'investisseur a envie d'en savoir plus. C'est que l'investisseur te dit, OK, recontacte-moi. Je veux parler plus de ton projet. Et ça, c'est une victoire incroyable. Ouais, et puis j'ai un vrai tips par rapport à ça parce que pour la petite anecdote, encore une fois, moi, c'était quand ? C'était il y a... 2 semaines, non ? C'était il y a 2-3 semaines. Ouais. Je me suis pris une gifle, les gars. Genre, de base, je parlais juste de moi, de ma vie, ce que je faisais, etc. Start-up, pas start-up. Enfin, vraiment, mon travail à côté, ma start-up, mes projets, etc. Puis la personne me dit qu'elle va en savoir plus sur ma start-up et je commence à du coup lui parler, quoi. Enfin, normal. Et en fait, cette personne-là m'a coupé toutes les 2 secondes et chose que j'ai appris après, justement, c'était du coup une personne qui était investisseur. Et en fait, il m'a donné un très bon tips. C'est en 40 secondes, il faut que tu aies réussi à séduire la personne. Dis-toi que quand tu vas commencer à parler avec des investisseurs, tu as 40 secondes devant toi. Et si en ces 40 secondes, tu n'as pas dit la phrase ou l'accroche, ou même ton slogan, par exemple, dans une explication qui va faire accrocher l'investisseur, sache que c'est fini, ta chance est cramée. Donc ça, c'est un vrai tips que je vous donne, que moi-même, je ne savais pas que j'ai appris il y a 2 semaines. C'est vraiment en 40-45 secondes, il faut que tu aies pillé le chose. C'est même pas 1 minute, c'est vraiment 45 secondes, quoi. 40-45. Donc entraînez-vous, les gars. Quand on parle de pitch deck, le pitch de l'investisseur, c'est un pitch... En fait, les gens sous-estiment cela, mais c'est très technique. Comme tu l'as dit, tu as peu de secondes pour que la personne... Elle l'effet wow. Donc, tous les mots que tu vas choisir, l'intonation, ta posture, la façon dont tu le regardes, tout est important à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui se travaille vraiment. En fait, imagine, tu as ton crush devant toi, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ces exemples. Ouais, moi, mes exemples à dormir debout. Mais en vrai, imagine juste que tu as ton crush devant toi ou que, genre, tu vois la glace que tu as envie de manger, que tu as pensé à elle tout l'hiver, là, et que quand tu la vois dans les frigos, tu te dis « Oh !» Là, c'est pareil. L'investisseur, il faut que tu le regardes avec la même passion. Et que tu ailles le chercher avec cette ardeur qui t'anime. Et tu dis mi amor. Mi amor, non, je rigole. Bon, du coup, voilà. C'était des petits tips de Théa et Martine en bombe, quoi. Ouais. Enfin bref, question suivante. La question que j'aimerais te poser, c'est quels sont les rendements attendus par les investisseurs en capital? Alors, j'essaie d'avoir des chiffres. Je n'ai pas de chiffres concrets. Ok. Par contre, je sais un certain nombre de choses. Je sais que, par exemple, des investisseurs, contrairement à ce qu'on pensait, la plupart des investisseurs, ils sont intéressés par... Parce que quand tu as des dividendes sur une entreprise, ça dépend, il y a plusieurs sortes de dividendes. Donc, tu peux avoir effectivement, au moment de la répartition des dividendes chaque année, peut-être un pourcentage, tu gagnes un petit peu, dépendamment encore de la nature des dividendes que tu as. Mais les investisseurs sont surtout intéressés par les exits.
qu'est-ce que ça veut dire ici dans le monde des affaires? C'est-à-dire qu'ils vont ils vont parier sur des startups prometteuses auxquelles ils vont investir certains montants en se disant que dans 5 ans, si ces startups-là, par exemple, est revendue, tu vois, est revendue dans le marché, elle vaudra peut-être 80 millions de dollars. Alors que le mec, au début, il leur investit peut-être 1 million et il aura 10% de l'entreprise. Donc il se dit qu'après, il aura 10% de 80 millions, ce qui va lui faire 8 millions de revenus. Ok. Donc c'est un petit peu comme ça que les investisseurs réfléchissent. Donc je pense qu'il y a plusieurs sortes. Peut-être qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus orientés sur la durée longue. Bah, après, il y a différentes écoles partout. Oui, il y a différentes écoles partout. Personne n'est pareil, on s'entend. Mais généralement, c'est ça, ok. Et les investisseurs sont très... La plupart sont très impatients. On va dire qu'il faut qu'ils soient il faut qu'ils aient une garantie et c'est normal. Quand tu investis quelque part, il faut que dans les premières années, tu sois sûr déjà que tu as récupéré ton investissement. Donc ça, c'est très important. Oui. Et qu'ils vont faire du profit rapidement. Donc, plus effectivement ils sentent la capacité à faire du profit rapidement, plus ils sont intéressés par ce projet. Ça va de soi. Oui, c'est sûr, ça va de soi. Mais du coup, quelqu'un, tu vois, qui est pas fort en pitch, qui est pas fort, tu vois, en séduction, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais, pour s'approcher d'un investisseur, tu vois? Quelqu'un qui est peut-être un petit peu timide, parce qu'on a peut-être des entrepreneurs, parce que tous ne sont pas, ne défoncent pas les portes là. Oui, c'est sûr. Ben, je te dirais que déjà, si ton but c'est de t'approcher d'un investisseur, je trouve déjà que l'approche est intéressante. Il faudra vraiment que tu puisses te renseigner sur lui. Donc, heureusement qu'on a les réseaux sociaux pour ça. On saura plus un peu ce qu'il est, quelle est la nature des projets qu'il travaille, peut-être essayer de voir des gens avec qui on a déjà travaillé pour savoir un petit peu c'est quoi les choses sur lesquelles il est plus impatient, c'est quoi les choses qu'il aime entendre un petit peu. Donc, savoir un petit peu c'est quoi son objectif, comment est-ce qu'il fonctionne. En fait, tu vois You, mais maintenant c'est toi. T'as ces exemples. Deviens le mec de You, en fait, c'est ça. Je sais pas, tu me disais ça, ça me pensait à lui, je traque le jour et nuit. Mais dans l'ombre. Mais dans l'ombre, avec sa casquette et tout. En fait, c'est vraiment ça l'idée. Et je pense que, au fond, ne te prends pas pour quelqu'un que tu n'es pas. Ah non, sois toi-même. Mais sois le meilleur, donne le meilleur de toi-même. Parce qu'au fond, je pense que la relation que tu as avec un investisseur, encore une fois, je pense pas que ce soit très différent de la relation que tu as avec un mentor. Donc, nous, on a un mentor actuellement qui nous suit. Donc, lui, c'est pas de l'argent qu'il investit dans l'entreprise, mais c'est du savoir et c'est du temps. Et du coup, on ne le rémunère pas. Et bien, effectivement, il faut un match dès le début. Il faut une accroche. Il faut que... D'ailleurs, gros bisous sur toi, mentor. Ouais, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et il faut une accroche, il faut que vous sentez qu'il y a un lien qui se crée, tu vois. Limite, pas forcément une amitié, mais il faut créer un lien. Et je pense que confiance, ouais. Exactement. Et je pense que c'est ça le truc le plus fort. C'est exactement ce que tu as dit. Il faut que la personne ait confiance en toi, tu vois. Exact. Et que tu sois quelqu'un de solaire ou quelqu'un d'introverti, juste travaille dessus et puis ça devrait bien se passer. On dirait trop, t'es son daron, genre. Mon petit. Vraiment, on dirait le père, quoi. Ça va aller. Promis, ça va aller, chérie. Je dirais dans notre équipe, on a des personnalités comme assez différentes. Genre, t'as Théa qui est très solaire, t'as moi qui suis comme je suis. Mais non, arrête. Non, c'est en fait... Toi, t'es le padré, toi. T'es vraiment le sage de l'équipe. En fait, t'es vraiment le tonton à qui on va demander conseil, pas celui avec qui on va aller se bourrer la gueule, mais vraiment celui à qui on va demander conseil tout le temps si on a un problème, tu vois. Ouais, toi, j'aime bien cette étiquette. Et je pense qu'effectivement, c'est toujours ce qu'on se dit, c'est qu'à nous trois, on cible tout le monde. Oui, c'est vrai, par contre. Parce que des gens qui sont, par exemple, un petit peu impatients avec l'énergie de Théa, peut-être qu'ils vont plus fitter avec mon énergie. Oui. Des gens qui vont me trouver peut-être pas trop allumé, ils vont beaucoup aimer l'énergie de Théa. Et t'as du coup le troisième, effectivement, je sais pas s'il a envie qu'on cite son prénom, peut-être qu'on lui demandera la prochaine fois. Mais tu sais, qui est un petit peu le milieu entre nous deux et tout.
Donc aussi qu'il y a une énergie, effectivement, qui s'y prête. Mais Donc, ben moi je dirais, en fait, c'est le feu, mais doux. Ouais, c'est ça, c'est un feu doux. C'est un feu doux, c'est ça, effectivement. Il a un peu des deux. Et je pense que c'est bien parce que on a dernièrement aussi, on divague un petit peu, mais on a eu l'occasion de faire des tests de personnalité. Ça, c'est quelque chose qu'on devait faire aussi dans les équipes. Par contre, c'est super intéressant. C'est très cool, les tests de personnalité. Ouais. Il y en a plusieurs. Il y a les DISC, donc DISC. Ou sinon, nous, on a fait celui des 16... MIBT, 16 personnalités. Ouais, c'est les 16 personnalités. Ouais. Bon, sans surprise, moi, je suis commandant, là. Ouais. Quand j'ai vu le commandant, j'étais comme, non, c'est pas vrai. Mais si. Ouais, si. Toi, t'étais quoi, déjà? Moi, j'étais médiateur. Ah oui, le médiateur. Ça te va tellement bien. Et notre troisième acolyte, c'était le protagoniste. Parce qu'effectivement, on travaille ensemble, on passe beaucoup de temps tous les trois. Et c'est sûr qu'effectivement, à un moment, la culture d'entreprise se crée tout seul. Parce qu'on apprend à se connaître, on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, on met en place des structures pour que la communication puisse bien marcher. Et vous allez remarquer que dans une boîte, c'est très compliqué. C'est très dur. T'as beau te dire je suis très bon en communication. C'est fort. La personne en face aussi, tu as remarqué que non, effectivement. Non, et plus la pression monte, plus il faut être concentré au niveau de la communication. C'est très compliqué. Et surtout, gérer les frustrations. C'est sûr que vaut mieux essayer... En fait, se mettre de côté si t'es pas prêt à parler, que tu sens que tu vas insulter tout le monde. Par exemple, moi, ça m'arrive souvent... Mais je pars. Je pars littéralement, je m'isole, je reste seule. Vaut mieux pas parler, puis après, tu vois, tu reviens, tu envoies un petit message, etc. Et puis tu essayes de parler de vive voix et en face à face pour arranger les choses. Mais c'est sûr que le test de personnalité, ce qui est bien avec ça, c'est que ça t'apprend à être indulgent avec les personnes en face parce qu'en fait, tu comprends leurs réactions, puisque après avoir lu les tests, tu en sauras plus sur comment la personne elle est, comment la personne elle va travailler, comment la personne elle peut réagir, comment la personne en cas de stress peut avoir des actions qui vont pas être conformes aux tiennes ou que toi tu ne ferais pas. Mais c'est très intéressant. Bref, on finit la parenthèse parce que moi j'ai d'autres questions à te poser sur le financement. Du coup, quelle part de l'entreprise tu dirais qu'un investisseur généralement aimerait échanger contre de l'investissement, pardon. Je sais pas si je suis très claire. Oui, j'ai trouvé ta question très claire. Je pense que je l'avais un petit peu parlé dans la question précédente. Oui, en général, c'est les actions de l'entreprise. C'est comme ça que ça se passe. Après, un investisseur, effectivement, quand il va rentrer dans la boîte, encore une fois, tout dépend des investisseurs. Peut-être qu'il a une expertise en telle ou telle chose de vouloir s'impliquer dans la boîte. En fait, le plus important, c'est d'au début, c'est vraiment établir les termes du contrat, savoir précisément ce qu'il veut, ce qu'on est prêt à livrer. Fais très attention au contrat, par contre. Ça, c'est un vrai conseil. Ouais. Le contrat, tu le lis, tu le relis, tu le re-relis, tu le fais vérifier par un avocat, par un deuxième, par un troisième, et après tu signes. Mais vraiment, faites attention aux termes du contrat parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Notamment, moi, j'ai eu la chance, c'est pour eux la malchance, mais j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'entrepreneurs qui, justement, m'ont raconté leurs histoires avec certains investisseurs. Et il y a certaines histoires, les gars, elles font peur. Donc, si vous lancez... Mais justement, je vais poser cette question à Marvin. C'est quoi, en fait, du coup, les aides autres que des investisseurs, tu vois? Est-ce qu'il y a des subventions, des aides gouvernementales qui sont disponibles pour les entrepreneurs avant de partir sur un investisseur? Exactement. Déjà, ta question est très bien posée. Tu dis avant. C'est-à-dire que l'investissement, c'est bien, mais le voir au début de l'entreprise, c'est peut-être pas une bonne idée. Et de toute façon, il y a très peu de structures qui vont vous suivre au début de votre boîte. Ils vont vouloir voir déjà si un produit market fit avant que tu puisses vraiment intéresser des investisseurs. Ça dépend, ça dépend encore une fois. Mais c'est vrai qu'au début, ce qui est vraiment intéressant, c'est de limiter effectivement le nombre de liens en matière de financement que tu crées avec les gens. Donc, beaucoup se concentrer sur les subventions parce que on a cette chance-là, en tout cas maintenant, que le gouvernement aime ça, investir, donner des subventions, tant les structures gouvernementales, mais aussi des structures privées qui en donnent de temps en temps, pour que les personnes qui entreprennent aient des ressources au moins pour commencer. Donc, au début, visez les subventions, visez les bourses.
C'est très intéressant, c'est très important. Ce sera super formateur pour vous. Mais on peut en donner peut-être quelques-unes. Ben déjà, il y a si vous êtes à Montréal, là... C'est ça, si vous êtes à Montréal, ouais. Il y a le Coopératon. Il y a le Coopératon qui est incroyable. Si vous êtes dans des universités, on sait que HEC, il y a des flopées de bourses là-bas. l'UQAM, l'Université de Laval. Allez aussi dans les bourses universitaires, faites au pitch, entraînez-vous. Oui. À part les bourses d'université, tout simplement, en fait, rapprochez-vous des incubateurs aussi. Les incubateurs, oui. Comme nous, par exemple, là, on a été sélectionnés pour le Santec. Yeah. Du coup, on est vraiment très, très heureux parce que c'est le 10e meilleur incubateur d'entreprise, donc de start-up au monde. Donc, vraiment, renseignez-vous par rapport à ça. Je sais que, par exemple, à Montréal, il y a District 3. District 3. Il y a... T'as le Santec. T'as 2 degrés, c'est oui, plus à 2 Québec. degrés, ouais, c'est vrai, 2 degrés. T'as aussi des incubateurs, t'as un incubateur aussi dans HEC, t'as un incubateur McGill, oui. Des incubateurs dans les universités aussi, c'est super intéressant. Ah oui, les incubateurs. Mais aussi, regardez s'il n'y a pas des assos d'entrepreneurs dans les universités, parce que souvent, ils en font. Mm-hmm. Notamment à HEC, ça s'appelle le YEP, je crois, YEP. Ouais. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de ce type d'organisation, parce que du coup, ça va vraiment vous aider. Et puis, eux, pour le coup, par exemple, ils savent dans la ville où ils sont, quelles sont les aides auxquelles vous avez droit. Exactement. Quelles sont les institutions. Et du coup, est-ce que tu as des institutions, par exemple, pour aller chercher comme les subventions, les calculs pour aider sur les financements, etc. Ou des logiciels, quoi. Ouais, déjà, quand on parlait d'HEC, comme tu disais, ils ont une forte culture entrepreneuriale, donc c'est très intéressant. Contrairement à ce que les gens pensent, même si tu n'es pas de HEC, il y a des astuces. Tu peux te rapprocher, par exemple, justement de ces associations-là pour qu'ils t'aident, qu'ils te conseillent. Même quand tu n'es pas de l'université, ils t'aident et te donnent justement des outils pour ça. Mm-hmm. Et pour répondre à ta question, effectivement, oui. Tu as par exemple Desjardins qui ont un outil qui te permet en fait d'établir, et c'est super intéressant. Donc, c'est-à-dire que c'est sur, je crois, Desjardins Proprio, Desjardins, je ne sais plus exactement, mais je sais que c'est vraiment relié à Desjardins en fait. Et c'est un outil qui te permet de faire l'étendard de toutes les subventions qui existent au Canada. Donc pour ça, quand tu vas rentrer, tu vas voir qu'il y a un certain nombre de filtres. Mm-hmm. Donc tu dis un petit peu quel type d'entreprise tu es, l'année de fondation. Okay. Tu donnes un petit peu le nom des fondateurs, tu donnes un certain nombre de critères, il va te poser pas mal de questions, et à la fin, il va te donner, par exemple, je sais pas, il va te dire, ok, tu es éligible à 11 subventions dans le Canada, dans 7 au Québec. Pour l'instant, c'est l'outil qui m'a le plus impressionné, parce qu'il est vraiment complet, et je crois qu'il est super mis à jour. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site pour ça. Bonne pub pour Desjardins. plus un pour Desjardins. R&D et Fundinka. Voilà, R&D aussi sont très intéressants. R&D, en fait, justement, ils vont vous aider aussi dans ces structures-là. Pour l'instant, moi, ils nous aident gratuitement dessus. Ouais, c'est R&D Partners. Exactement, R&D Partners. Donc, du coup, ils vont t'aider justement avec cette fameux outil-là déjà à pouvoir bien trier les subventions et tout. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est aussi un peu plus loin dans le processus. C'est ce qu'on appelle les crédits d'impôt. Oui. Pour une entreprise, tu sauras assez vite que c'est très important d'avoir... Tu pourrais peut-être leur expliquer, parce que peut-être il y a des personnes qui sont à ce stade-là qui nous écoutent. Effectivement, tout ce qui est crédit d'impôt, c'est un petit peu tout ce qui est remboursement au niveau des entreprises. Par exemple, on a appris que quand tu te fais, par exemple... au niveau des salaires, tu as mentionné les salaires, dans les crédits d'impôt, tu peux te faire rembourser jusqu'à hauteur de 60% des salaires qu'on se verse entre nous. Tu as des choses à savoir, parce qu'effectivement, c'est de l'argent que tu peux économiser, c'est de l'argent qui t'est remboursé. Parce qu'au niveau des entreprises, l'imposition, c'est quand même assez fort. Oh my God! Donc, déjà, nous, en tant que particulier, c'est assez fort. Donc, pour les entreprises, c'est quand même assez colossal. Oh, je te jure. Donc, il faut, et ça, c'est très important, avoir de vraies structures ou avoir des personnes en finance vraiment qualifiées dans votre compagnie pour vous aider à avoir les bonnes pratiques pour maximiser votre taux d'impôt. Sinon, vous allez perdre beaucoup d'argent pour rien. Et alors que, tu sais, en ayant su un certain nombre de choses, vous aurez pu quand même économiser beaucoup d'argent. Donc, le crédit d'impôt, c'est très important pour une boîte. Et je vous dirais que si votre ressource en finance
n'est pas assez compétente pour savoir comment ça se passe, allez voir des structures pour ça parce que au final, vous allez toujours gagner. Alright, thank you. C'était super intéressant. En tout cas, moi, j'ai quand même appris pas mal de choses. Donc, merci Marvin. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve, on va essayer là de quand même faire un par semaine ou au moins un toutes les 2 semaines et d'être régulier. Du coup, on se retrouve tous les mardis. Et le prochain chapitre va porter sur deviens un brillant stratège et comment du coup augmenter ta productivité. Je pense que c'est très important en tant qu'entrepreneur de connaître toutes les techniques pour augmenter sa productivité. Absolument. Donc on va un petit peu parler de tout ça ensemble et on va continuer à vous raconter un peu notre vie. Oui, oui. Bref, merci pour tout. Merci pour vos retours. Merci de venir nous voir aussi. Vraiment, vous êtes trop mignons à chaque fois de venir nous rencontrer physiquement. Vraiment, ça fait plaisir. La célébrité, c'est chouette. C'est vraiment bien. Continuez comme ça. Non, l'écoutez pas. Enfin bref, bon, allez, gros bisous. Prenez soin de vous et on se voit la semaine pro. Bye.